Bienvenue dans On n'a jamais fait comme ça, le podcast qui révolutionne vos pratiques RH. Vous en avez marre des méthodes RH de notre siècle ? Vous cherchez des solutions concrètes qui fonctionnent vraiment ? Alors vous êtes au bon endroit. Dans chaque épisode, je vous dévoile les stratégies qui marchent, les innovations qui changent la donne et les témoignages de ceux qui osent faire différemment. Ah oui, je suis Florent Le Tourneur, fondateur de We Feel Good. Et depuis 2016, ma team et moi avons transformé la communication RH de plus de 150 entreprises et collectivités. Notre mission ? Vous donner les clés pour attirer les talents, fidéliser vos équipes et booster l'engagement. Alors, rendez-vous sur www.wefeelgoodrh.com ou contactez-moi directement sur LinkedIn. Je vous offre un audit gratuit de votre communication RH et je vous mets le lien dans la description de cet épisode. Profitez-en aussi pour vous abonner à ce podcast pour ne rater aucun épisode, bien entendu. Alors, prêt à révolutionner vos pratiques ? C'est parti et excellente écoute. Ce podcast est soutenu par le Festival RH pour sa seconde édition. Les 2 et 3 octobre prochains, direction le Château Barthélemy près de Rambouillet pour un voyage. Retour vers le Present of Work. 2 jours, 80 ateliers et conférences pour apprendre, débattre, rire et lâcher prise entre pros des RH et surtout trouver des solutions concrètes aux défis du quotidien. Un festival unique, immersif et festif. Le rendez-vous incontournable pour celles et ceux qui veulent impacter positivement les RH dès aujourd'hui. Pour me rejoindre, je vous mets le lien d'inscription dans le résumé de cet épisode et contactez-moi via LinkedIn pour bénéficier d'un code promo exclusif. Hello à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode et cette nouvelle saison de On n'a jamais fait comme ça. Je suis très heureux de vous accueillir pour cette 4e saison qui commence et qui va nous amener jusqu'à l'été 2026, en tout cas je l'espère. Et puis, autre être la nouvelle saison, cet épisode est un peu spécial parce que c'est l'épisode numéro 100. Et pour ce 100e épisode, j'ai voulu mettre le zoom sur un sujet qui m'intéresse un petit peu, qui me passionne moyennement, la marque employeur. Donc je plaisante, mais en tout cas, je suis ravi d'accueillir à ce micro et d'être reçu dans ces superbes locaux à La Défense, Laetitia Sylvestre. Laetitia Sylvestre est responsable attractivité, candidat et marque employeur chez Saint-Gobain Distribution Bâtiment France. Le géant de la distribution de matériaux de construction, je pense que tout le monde connaît Saint-Gobain de nom. Après, Saint-Gobain, c'est multiple. Mais en tout cas, la mission de Laetitia, elle va nous en parler, c'est de rendre son entreprise irrésistible pour les talents. Et ça, elle le fait avec passion, créativité. Laetitia, tu viens de refondre et de piloter la refonte du site carrière et de lancer Distri Stories, ce programme où les collaborateurs prennent la parole et partagent leur quotidien sur TikTok et Instagram. Tu crois à l'authenticité, tu bouscules les codes de la communication RH et tu n'as pas peur d'expérimenter. Bref, tu es là pour nous inspirer et nous donner les clés concrètes pour faire bouger la marque employeur. Laetitia, merci pour ton accueil et bienvenue à mon micro. Comment vas-tu ? Bonjour Florent, ça va super bien et je suis ravie de t'accueillir donc, au siège de Saint-Gobain dans cette belle tour de La Défense. C'est vrai que la tour est superbe. Je ne suis pas un passionné de la défense, honnêtement, mais votre tour, on voit que vous êtes un petit peu dans le monde du bâtiment et du matériau de construction. Et oui, c'est ça. Ouais. Non, franchement, cette tour est très belle et très chouette, très lumineuse aussi, en termes. Pour avoir visité les bureaux, c'est très très lumineux, donc ça c'est quand même assez agréable pour les équipes qui sont sur place. On va parler effectivement marque employeur, on va parler site carrière, on va parler de réseaux sociaux, mais avant toute chose, j'aimerais bien que tu te présentes et puis que tu nous dises un petit peu qui tu es, ce que tu as fait, ton histoire, ton parcours, qu'on te découvre un peu plus. Avec plaisir. Alors, je commence où ? D'abord, Au collège. Le collège, ouais, ça va durer plus d'1 heure là. Mais la marque employeur, c'était pas forcément quelque chose qui m'a attirée parce que d'abord, je connaissais pas. Moi, j'ai fait des études de communication généraliste et à l'époque, ça va paraître un peu boomer quand je dis ça, mais en fait, on parlait pas de marque employeur dans n'importe quelle étude. Donc, du coup, je suis vraiment tombée dedans par hasard.
Voilà, c'est mon premier job qui m'a amené dans ces sujets-là, de marque employeur, de communication interne et même de médias, parce que quand j'ai trouvé mon premier job en CDI, c'était dans une agence qui n'existe plus, mais qui s'appelait For People, voilà, Ok. qui était dirigée par Patricia Parrain et Antoine Jandet, qui sont toujours sur le marché. Voilà, c'est eux qui m'ont appris le métier, qui m'ont fait découvrir en fait tous ces sujets-là passionnants, avec aussi plein de clients de grands comptes qui faisaient vraiment beaucoup de choses sur cette thématique-là. Donc j'ai vu des problématiques hyper variées, hyper diverses. Et puis après, j'ai continué dans diverses agences de communication RH toujours, à faire mon chemin, à rencontrer des super managers, des super clients avec qui j'ai vraiment construit des dispositifs et des opérations super chouettes. Voilà. Et avec le recul, quel conseil tu donnerais par exemple à un jeune RH qui nous écouterait, une jeune RH qui voudrait rejoindre une agence, de commencer par une agence? Est-ce que c'est un bon parcours? Oui, parce que tu l'as fait et voilà, et ça fonctionne. Quels arguments tu donnerais à quelqu'un qui te dirait, tiens, moi j'ai envie de bosser dans une agence tout de suite après mon diplôme? Ouais, alors c'est marrant parce que je suis ambassadrice My Job Glasses, qui est un programme qu'on Oui. a mis en place chez Saint-Gobain Distribution, Bâtiment France, on va dire. Saint-Gobain Distribution, ce serait peut-être plus Ok. fluide pour la suite. Mais en fait, il y a beaucoup d'étudiants justement qui se posent la question, de personnes en reconversion, de dire mais par quel chemin il faut passer pour faire de la marque employeur? Est-ce qu'il vaut mieux des études RH ou des études de com? Et moi, je leur dis souvent, en fait, c'est soit des études RH, mais avec quelqu'un qui a une sensibilité com, ou l'inverse, quelqu'un de communicant, mais qui a une sensibilité RH. Et oui, l'agence, c'est hyper formateur parce qu'on adresse plein de problématiques différentes. On peut proposer, innover. On est au contact aussi de tout cet écosystème. On en parlait tout à l'heure, c'est vraiment un petit milieu. Quand on préparait le podcast, on s'est dit, en fait, tout le monde se connaît. Et en fait, ça forge aussi une culture, justement, de regarder vers l'extérieur, de veille, pour tout le temps être à la pointe des sujets et d'innover. Ok, très clair. Donc tu fais plusieurs agences. Ouais. Et Donc, puis un jour, Une, deux, trois. Ouais, Ah, trois. t'as usé des managers. Et je plaisante. Et un jour, tu quittes le monde de l'agence et tu rejoins le monde de l'entreprise. Oui. Saint-Gobain ou une autre entreprise? Et oui, depuis 4 ans chez Saint-Gobain. Ok. Ouais, au poste de responsable attractivité pour la filiale distribution. Et là, ouais, ça faisait un petit moment quand même que je me disais, tiens, ça serait bien que voilà, je passe de l'autre côté, comme on dit, côté annonceur. Justement pour avoir aussi une maîtrise de tous les sujets, avoir une belle cohérence dans toutes les actions qui sont menées, parce que ce qui peut être un peu frustrant en agence aussi, c'est de voir qu'un petit bout d'une stratégie, parce qu'on fait appel à toi sur un sujet particulier, et c'est compliqué d'accompagner un annonceur sur la globalité de sa stratégie. Et souvent on me dit oui, puis tu avais peut-être aussi envie de te reposer. Alors non, parce que j'en étais pas là non plus dans ma carrière. Moi au contraire, j'aime bien quand ça bouge, j'aime bien quand ça change. Et j'ai retrouvé ça aussi chez Saint-Gobain, parce que finalement, d'être en fonction centrale, ce qu'on appelle centrale chez Saint-Gobain Distribution, c'est au service de nos enseignes. Et donc, du coup, je travaille avec toute une communauté RH et communication de nos enseignes, comme Point P, la plateforme du bâtiment. Vous avez 7-8 enseignes, c'est ça? Ouais, une dizaine d'enseignes d'enseignes principales. Avec chacune leur fonction RH, leur fonction communication, très décentralisée en fait. Oui, et donc, par contre, la fonction attractivité marque employeur est centralisée. Ok, d'accord. Mais au bénéfice des hommes et des femmes qui sont, elles, sur le terrain, au plus près des agences, sur tout le territoire. Tous les collaborateurs, 22 000 collaborateurs et collaboratrices en France. Qui fait un petit peu de monde, effectivement. Ok. J'ai lu sur un site de l'importance pour toi de l'expérimentation. Tu dis se planter pour pousser. Quelle place tu accordes à l'échec et à l'expérimentation dans ton parcours aujourd'hui? Oui, en fait, moi, je suis pour tester des choses que personne n'a jamais faites. Donc,
c'est là aussi où c'est confortable à mon poste parce que quand tu es en agence, tu proposes beaucoup de choses, tu pousses beaucoup de choses et puis parfois, ça revient en disant non, on peut pas le faire ou alors on va le faire mais un peu transformé. Là au moins, quand j'ai envie de faire des choses, je les fais et si on veut innover, si on veut justement se démarquer, il faut aller là où les autres ne sont pas allés. Ouais. Donc c'est un petit risque parce que bien sûr je prends pas non plus je mets pas en péril la santé de la boîte ou la boîte va pas couler demain parce que je me suis plantée sur un projet marque employeur mais typiquement, mais on en parlera tout à l'heure, les History Stories. Oui. Parce que ça pour le coup c'est assez peu courant. Donc mais on va pas spoiler tout de suite mais on va revenir là-dessus. Donc ce côté effectivement de faire différemment. De faire différemment pour se démarquer sur un marché qui est quand même bien saturé en communication, RH en tout genre, et puis surtout en recruteurs qui recrutent toujours de plus en plus avec de moins en moins de candidats en face. Et puis le recrutement, c'est du long terme, quoi. C'est de l'endurance parce que à un moment donné, un candidat va se mettre en veille en se disant tiens, j'ai peut-être envie de changer de boulot, mais ça va pas se faire du jour au lendemain. Donc du coup, il faut tout le temps être à l'esprit d'un marché qui est changeant, puisque un candidat aujourd'hui ne sera plus demain, ou en tout cas le sera peut-être aussi après à d'autres moments dans sa vie. Donc voilà, c'est comment être visible de manière pérenne et puis trouver des moyens justement de se démarquer d'autres employeurs, mais tout en restant fidèle à qui on est. Et donc pour revenir au sujet de l'échec, ça fait partie justement du process, c'est-à-dire que comme on va sur des terrains où d'autres ne sont pas encore allés, parfois on se plante, mais c'est bien aussi justement d'apprendre de ces échecs et de se dire pourquoi ça n'a pas marché. Et moi, je suis beaucoup aussi dans le partage avec mes pairs, que ce soit en interne aussi auprès de différentes communautés et à l'externe. Et donc, je trouve ça bien aussi de ne pas partager uniquement les succès, mais de partager ce qui n'a pas marché parce que ça sert tout le monde, quoi. Des RH, t'en croises tous les jours. Oui. En interne, en externe aussi, parce que tu es une femme de réseau. On s'est croisés aussi à des événements, à différents événements RH. Quelle conviction aujourd'hui tu portes sur le rôle de la fonction RH aujourd'hui, et en particulier la fonction RH dans le monde de la marque employeur ? Quelle conviction tu as très concrètement ? Pourquoi je te pose cette question ? Parce que je pense dans le monde de la marque employeur, tu vois, nous, en tant qu'agence, on est sollicité de temps à autre par la fonction RH et de plus en plus par la fonction de communication pour faire bouger les RH de la boîte qui nous sollicitent. Et des fois, je me dis, waouh, la RH, elle ne s'approprie pas la marque employeur. Et je trouve ça dommage, parce que pour moi, en tout cas, c'est une conviction, je pense que c'est clé. Mais toi, par rapport à ça, toi qui as été en agence et qui est aujourd'hui chez un annonceur, un très bel annonceur, quelle conviction tu as sur ce sujet ? Oui, alors... Est-ce que ça va être porté par l'un, par l'autre ? Est-ce que c'est porté par les deux ? Ouais. Absolument. En fait, ce qui marche bien, c'est l'alliance des deux. Ça, sans aucun doute. Quand j'étais en agence, j'essayais justement de réconcilier un peu le binôme communication et RH. Parce que souvent, la marque employeur, t'es quand même toujours plutôt côté RH. Après, moi, ayant la double casquette, parce que, je suis plus d'ailleurs communicante que RH, je serais incapable de faire leur métier. Par contre, le fait d'être à leur contact au quotidien, de passer du temps avec eux, de travailler sur leurs problématiques, ça a vraiment renforcé aussi justement ma vision de la marque employeur et de ce qu'on doit, de ce que ça doit leur apporter. Et donc, de me dire, tout ce que je fais, ça doit vraiment être au service du recrutement et au service des RH, et de ne pas perdre ça de vue, parce que, en fait, c'est pas que de la com pour faire beau, la com RH, mais c'est vraiment une communication qui est utile et qui est au service des RH. Après, sur leur rôle dans la marque employeur, déjà, moi, il y a tout un volet que je travaille pas, qui n'est pas dans mon périmètre, c'est la partie engagement des collaborateurs. Ok. Et donc, chez nous, en fait, on a des RRH qui sont proches du terrain, qui sont tous les jours, d'ailleurs, auprès des équipes dans les points de vente, qui travaillent aussi, qui traitent plutôt des sujets vraiment très particuliers, du cas par cas avec chaque collaborateur. D'ailleurs, moi, j'ai passé des journées avec nos RH des différentes enseignes pour aller découvrir ça aussi, le métier de RH terrain.
Et je me rendais pas compte à quel point, en fait, ils avaient une diversité de sujets à traiter et tellement de cas particuliers. C'est-à-dire qu'ils doivent avoir des connaissances à la fois en juridique, enfin voilà, généraliste, etc., en recrutement. Et donc, du coup, on leur demande déjà beaucoup de compétences. Et la marque employeur, pour moi, c'est du marketing de ce qu'ils font, de ce qu'ils proposent. Et ça, ça doit être accompagné et ça doit être porté justement par des spécialistes de la communication. Ok. Merci pour cette conviction que je partage très, très concrètement. Comment tu fais C'est une question que j'ai à la fin, mais je vais la poser maintenant volontairement. Comment tu nourris ta curiosité, ton envie d'apprendre, et quelque part, comment tu fais ta veille, toi, aujourd'hui? Ah oui, alors beaucoup sur LinkedIn. Ouais. Ouais. T'es pas mal présente? Oui, j'essaye. J'essaye d'être présente déjà pour représenter effectivement Saint-Gobain Distribution, nous mettre en avant toutes nos initiatives et puis tout ce qu'on fait aussi pour nos collaborateurs. Parce que LinkedIn, ça devient aussi presque un canal de com interne avec... Mais à la taille de votre organisation, Ouais. Je pense que vous avez mesuré le nombre de collaborateurs qui sont vraiment présents sur LinkedIn. Enfin, c'est assez classique aujourd'hui. Oui. C'est un bon sujet. Hein. C'est un bon moyen de faire passer des messages internes. Voilà. Et puis, alors moi, j'étais abonnée à beaucoup de newsletters. J'adore ça. Et je me réserve en fait souvent un temps le vendredi après-midi pour justement pour balayer toutes ces newsletters. D'ailleurs, je fais moi-même à partir de ma veille une newsletter à destination de ma communauté RH. Ah, chouette. Voilà. Tu ne la partages pas, ça, sur LinkedIn, celle-là? Non, c'est que de l'interne. c'est que mes pépites. Et puis, donc ça, je le fais une fois par mois. Et puis, j'écoute des podcasts, comme le tien, Florent. Ouais. Et d'autres, j'espère. Et d'autres, bien sûr. Ouais, ok. Donc, très, très curieuse sur le sujet. Mais du coup, tu vas rester dans l'environnement marque-employeur? Ou est-ce que, toi qui es communicante, je dirais ce qui se passe dans le monde de la communication au sens large va t'inspirer aussi pour la marque-employeur? Oui, plus largement, effectivement, j'ai des newsletters marketing, pub et tout ce qui touche aussi aux social media parce que c'est mes domaines de prédilection. Et donc, voilà, justement, donc si on pas veut... forcément avec un focus RH là. Non, si on veut s'ouvrir à d'autres choses et si on veut innover, il faut aller s'inspirer dans d'autres domaines. Donc oui, je suis abonnée aussi à des comptes comme J'ai un pote dans la com qui me donne pas mal d'inspiration. Il y a une newsletter que j'adore, c'est Influencia. Voilà, et puis, puis après, c'est des discussions quand on se croise avec des pairs ou même avec mes amis, avec ma famille, enfin voilà, tout. Tu partages avec des pairs marque-employeurs qui ont la même fonction que toi dans d'autres organisations petites ou grandes en France? Beaucoup. Ouais. Ouais, d'ailleurs, on a même un groupe WhatsApp où je pense maintenant il y a plusieurs centaines de personnes sur ce groupe, mais qui est dédié justement au sujet marque-employeur et recrutement. Et donc, ça nous permet de solliciter des pairs quand on a une problématique particulière. Et parfois, ça se transforme en échange, en Teams, en déjeuner, en café. Donc, voilà, oui, on partage beaucoup entre nous. Et c'est quelque chose qui se faisait très peu avant parce que chacun se disait, en fait, on est concurrents aussi. Donc, il ne faut pas qu'on mélange trop nos idées. Et en fait, aujourd'hui, voilà, c'est beaucoup plus ouvert et tant mieux. Ouais, vous êtes concurrents sur le marché de l'emploi, mais dans ces cas-là, tout le monde est concurrent de tout le monde, en fait. Exactement. Donc, ouais. Et je pense qu'on vit dans un monde effectivement et de compétition mais de collaboration aussi, donc c'est là où il faut trouver le juste milieu. Je pense qu'être tout seul dans son coin n'est pas forcément la meilleure idée dans ce bas monde qui va bien vite, quoi. Donc moi j'ai envie de venir, ça fait 4 ans donc tu es à Saint-Gobain Distribution Bâtiment France. Ouais. J'ai pas vu le bâtiment. Comment tu as construit la marque employeur quand tu es arrivé? Qu'est-ce que tu as fait? Et comment tu as construit la marque employeur telle qu'elle est aujourd'hui? Ça a commencé déjà avant mon arrivée parce que j'étais candidate. Ouais. Et donc, en tant que candidate, je me suis dit, tiens, je vais aller me renseigner. J'ai vu une offre d'emploi sur un job board classique. Je me suis dit, je vais aller me renseigner sur l'entreprise, ce qu'ils font, et c'est quoi le lien avec Saint-Gobain, parce que Saint-Gobain Distribution Bâtiment France, pour moi, c'était inconnu des radars. Et c'est là où ça a commencé à être compliqué parce que j'avais du mal à me faire une idée de, en fait, c'est quoi Saint-Gobain Distribution Bâtiment France, c'est quoi le lien avec la maison mère Saint-Gobain, quelles enseignes on va retrouver derrière. Quand je suis allée faire le tour des réseaux sociaux, LinkedIn bien sûr, Instagram, Facebook à l'époque, et je cherchais aussi des photos, des vidéos de vrais gens pour savoir ce que faisaient ces gens chez Saint-Gobain Distribution.
distribution. Et j'en ai pas trouvé beaucoup. Donc, du coup, ça m'a vraiment... Enfin, j'étais frustrée, j'avais du mal à me projeter en me disant mais qu'est-ce qu'ils font et pourquoi d'ailleurs ils ne montrent pas? Est-ce que voilà, il y a quelque chose, soit des secrets de fabrication, je ne sais que sais-je qu'il faut pas montrer. Et donc du coup, idem sur le site, voilà, j'ai vraiment fait ce que fait un candidat, hein, il va chercher un peu partout pour se préparer, pour déjà se rassurer. Et donc, une fois que je suis arrivée à mon poste, c'est là où je me suis dit, ok, en fait, je vais faire tout ce qui m'a manqué. Donc, on a commencé avec des vidéos de collaborateurs, parce que déjà, j'ai passé deux bonnes semaines en intégration. Je suis même pas venue au siège, je suis allée directement sur le terrain avec mes collègues des points de vente chez Point P, chez Sfik, chez Asturienne. Je pense que j'ai fait à peu près le tour de l'Île-de-France pour aller voir tout le monde, pour comprendre ce qu'ils faisaient et pourquoi ils restaient chez nous, qu'est-ce qui leur plaisait. Et ils m'ont sorti tellement de phrases fortes, tellement de choses hyper spontanées. Je me suis dit, cool, au moins, voilà, il y a de la matière, il y a un bon terreau, donc on va faire des vidéos qui vont servir justement à alimenter nos réseaux, le site, etc. Donc j'ai commencé petit à petit à mettre en avant les collaborateurs, à montrer ce qu'on ne voyait pas jusque-là. Et puis, j'avais déjà quand même la chance d'avoir tout un écosystème Saint-Gobain Distribution Bâtiment France avec un site dédié, avec des réseaux sociaux. Donc, je me suis dit, voilà, il n'y a plus qu'à. Et ça, c'était quand même un changement de culture parce que jusque-là, on ne montrait pas les gens, justement, qui faisaient, parce qu'on disait, voilà, ouais, c'est des métiers quand même assez difficiles. Et tu crois qu'il faut dire que chez nous, on commence très tôt, parce que les chantiers, ça démarre à 6h du matin. Quand les artisans viennent, quoi. Voilà, donc ça repousse les candidats. Je me dis, ouais, mais en fait... c'est la vraie vie. C'est la vraie vie. Et à un moment donné, il va quand même s'en rendre compte qu'il faut venir à 6h du matin. Donc voilà, j'ai essayé de casser un peu ça. Heureusement, j'ai la chance d'avoir eu un manager qui m'a suivi et voilà, qui m'a dit ok, c'est toi l'experte, donc on y va. Et puis petit à petit, du coup, c'est monté en puissance avec une vidéo, deux vidéos, puis après carrément une web-série en immersion, des budgets aussi publicitaires pour sponsoriser et pas uniquement toucher notre communauté sur les réseaux, parce que souvent on a tendance justement à communiquer, à se dire ouais c'est facile et c'est gratuit, on a un compte Facebook, on y va, mais si c'est pour rester dans l'entre-soi, ça sert à rien, quoi. Donc il faut quand même quelque part faut élargir le cercle, ça c'est sûr. Élargir le cercle et ne pas avoir peur d'investir. Voilà, donc c'est monté petit à petit jusqu'à se dire ok, il faut qu'on aille vers ça, c'est-à-dire montrer en externe ce qui se passe en interne, et ceux qui sont mieux placés pour le faire, c'est nos collaborateurs et nos collaboratrices. Ok. Eh bien, on va commencer par ça, tiens, avant de parler du site carrière. L'employé advocacy, en tout cas les salariés ambassadeurs. Ouais. Je crois que c'est quelque chose qui est important pour toi. Comment est-ce que tu as mis ça en place et concrètement, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui et pourquoi être allé au-delà de LinkedIn, d'être allé sur Instagram et TikTok? Oui, alors chez nous, on les appelle même des influenceurs. Des influenceurs métiers. D'accord, vous assumez ce mot en fait. Ouais. Oui, parce qu'en fait, un influenceur, c'est quoi? C'est quelqu'un qui donne envie à d'autres, par son expérience, de faire quelque chose, d'acheter une crème de beauté, d'acheter telle voiture, ou dans notre cas, de postuler chez nous. Voilà, donc oui, en fait, par leur partage d'expérience, ils influencent d'autres personnes à venir... s'intéresser déjà à nous et puis après postuler si le projet leur convient. Donc oui, en fait, au début, c'était voilà, on y allait crescendo, c'est-à-dire que quand je parlais de vidéos, c'était effectivement des vidéos qui étaient préparées, qui étaient validées sur les questions, sur le script, etc., et qu'on répétait et que on se disait, voilà, on peut couper, on peut monter. Donc ça, c'était bien maîtrisé, c'était bien cadré. Et puis, petit à petit, on a laissé de plus en plus de place à la spontanéité. D'ailleurs, je me souviens même de mon manager en regardant une vidéo qui me disait, mais en fait, c'est super ce qu'ils racontent. Ils disent des choses que même nous, on n'aurait pas pensé à raconter, quoi. Et je me dis, oui, voilà, c'est
C'est là le secret. Parce qu'ils le vivent au quotidien. C'est parce qu'ils le vivent au quotidien et que, oui, pour parler d'un métier, ils sont vraiment... d'un métier et de ce qui les fait vibrer chez nous, c'est vraiment les mieux placés. Donc, on s'est dit, on va leur laisser de plus en plus de liberté et donc leur offrir quand même un cadre d'expression et puis surtout la visibilité. C'est-à-dire qu'on leur fait vivre une expérience qu'ils ont envie de partager. Donc, par exemple, on a fait des opérations où on les a fait venir dans un studio de tournage en mode jeu sur YouTube et donc rien que le fait d'être face à des caméras avec des pros, des réalisateurs, avec quelqu'un qui les maquille et tout ça, ça déjà c'est une expérience en soi et c'est quelque chose qu'ils ont déjà envie de raconter avant même que la vidéo sorte. Et puis après, du coup, ils deviennent sponsors des projets, ils deviennent vraiment engagés, ils ont envie de le partager. Et ce qu'on n'arrive pas à mesurer, c'est tout le partage qu'ils font sur leurs propres réseaux perso, finalement, ou même auprès de leur famille, auprès de leurs amis. Et donc, c'est vraiment ça qu'on a envie de créer, c'est faire vivre des expériences à nos collaborateurs pour que ce soit les premiers sponsors, en fait, des projets et que ça ait une portée au-delà, justement, de nos communautés. Et donc, pour en revenir effectivement au projet de cette année, d'History Stories, donc en fait, un jour, je suis tombée sur une vidéo super d'une collaboratrice de Valéria, qui est vendeuse à l'Asturienne, et qui partageait sa journée de formation sur LinkedIn, mais en mode vlog, comme une pro. C'est-à-dire que j'avais l'impression que elle avait été influenceuse dans une autre vie. Et j'ai trouvé ça génial parce que je me suis dit, en fait, j'ai envie d'en voir plus des formats comme ça. C'est une démarche totalement spontanée de sa part, en fait. Exactement. Ouais. Voilà, elle n'a pas du tout fait valider ni par sa RH, ni par sa responsable com. Enfin, voilà. Et elle a eu plein de commentaires hyper chouettes, plein de repartages, etc. Donc, je me suis dit, en fait, il faut qu'on fasse ça, mais avec plusieurs collaborateurs, avec plusieurs métiers. Et donc, du coup, j'ai parlé du projet à Charlène Emery, que tu connais bien, qui, elle, monte plein de programmes d'employés advocacy. Mais je lui ai dit, mais moi, je veux que ça soit en vidéo. Et donc, on s'est fait accompagner par Talent Catcher et ça marche super bien parce que les formats qui nous sont proposés par les équipes sont plus vrais que nature, quoi. Enfin, voilà, on a l'impression parfois que on les aide à faire le montage ou qu'on leur dit ce qu'il faut faire, alors que non, pas du tout. C'est vraiment... Oui, concrètement, parce qu'en fait, c'est-à-dire que concrètement, le script de la vidéo, le tournage, le montage, c'est 100% le collab qui le fait. Oui, et alors pour ça, on a d'abord ciblé justement des personnes qui avaient cette appétence pour le montage vidéo. On a des RH, comme je disais tout à l'heure, qui sont très présents sur le terrain, qui connaissent très bien les collaborateurs. Et certains m'ont dit, moi j'ai un chauffeur, en fait, le week-end, il fait des vidéos de moto parce qu'il est un passionné de moto et je suis sûre que il arrivera super bien à parler de son métier en vidéo. Et donc, comme ça, avec le bouche à oreille, on a réussi à monter une petite équipe d'une 20aine de collaborateurs qui faisaient déjà des montages vidéo plutôt dans leur vie perso pour justement des formats TikTok ou Insta. Et on s'est dit, super, ils vont nous parler tous, du coup, de leur quotidien en vidéo. Et c'est ça le brief, en fait. C'est, raconte-nous ce que tu fais dans ta journée. Partage-nous aussi des moments sympas de convivialité avec les équipes. Partage-nous, parfois on donne aussi un thème... on a le thème du mois, donc ça va être aussi bien des marronniers du type, c'est le 1er avril, donc petite vidéo rigolote avec les poissons d'avril. Le thème d'après, ça va être la journée mondiale de la sécurité. Et donc chez nous, on fait beaucoup de choses là-dessus. Donc comment tu illustres D'accord, toi vous les alimentez un petit peu en idées, oui. en suggestions, quelque part. Après, ils font pas. Exactement, ils sont libres. Ils sont libres de faire ou pas faire, selon leur appétence, le temps qu'ils ont aussi, j'imagine, à ces moments-là. Et est-ce que vous leur donnez une charte, des consignes, ou ils sont totalement libres? Parce qu'une vidéo, on peut en faire 10 secondes, on peut faire des shorts ou des super shorts, ou au contraire, des vidéos beaucoup plus longues. Est-ce que vous intervenez là-dessus, sur la durée de la vidéo? Alors, Vous leur donnez un conseil?
Oui, en fait, on est plus enfin même, c'est plus qu'un conseil, c'est des formations parce que Ok. ouais, on les a réunis. En fait, on a fait une journée de lancement à la Tour avec toute la troupe et justement, c'est là où Talent Catcher transmet aussi son savoir sur c'est quoi les formats qui marchent le mieux, comment utiliser au mieux l'outil CapCut, hein, parce qu'ils font ça avec Ouais, d'accord. l'application CapCut. Mm, mm. Des techniques, donc on leur fait faire aussi des petits exercices pratiques. Là, on les réunit la semaine prochaine d'ailleurs, encore une fois, donc 2 fois par an, pour faire des exercices pratiques une vidéo en immersion et on leur montre des inspirations. Donc voilà, c'est un accompagnement plus qui va aussi les faire gagner en compétences sur toutes ces techniques, sur comment justement tu storytell un peu ta vidéo. On leur demande aussi de parler de leur parcours. Il y a une vidéo qui n'a pas été publiée encore, du coup, je fais un peu teasing, mais Mm. qui est géniale sur une collaboratrice qui s'auto-interview. Donc, en fait, elle fait à la fois la journaliste et l'interviewée. Donc, voilà. Mais ces idées-là, elles sont venues elles viennent des collaborateurs eux-mêmes. Donc, c'est hyper chouette parce que ça nous apporte une bouffée d'air frais, voilà, des angles auxquels on n'aurait pas pensé. Et comme ce sont des personnes forcément qui sont aussi beaucoup, beaucoup sur les réseaux, du coup, elles sont beaucoup imprégnées de toutes les tendances, de tout ce qui se fait. Et donc, sur la durée, c'est un peu elles qui jugent aussi, mais en fait, on peut avoir des vidéos qui font 10 secondes comme Ok. 1 minute, quoi. Ok. Ouais, donc vous les formez, donc qui est, Oui. qui est aussi un sujet de reconnaissance, parce que du coup, que ce soit pour leur vie privée ou leur vie professionnelle, c'est quand même une montée en compétences qui est quand même pas neutre aujourd'hui. Vous avez d'autres reconnaissances pour ces personnes-là? Bah oui, en fait, on leur donne de la visibilité parce que Mm. les vidéos sont publiées sur donc, les comptes corporels de Ok. Saint-Gobain Distribution Bâtiment France, TikTok, Instagram, YouTube. Et puis, on utilise aussi certaines thématiques pour LinkedIn. Enfin voilà, on va lancer aussi toute une campagne de sponsorisation et donc du coup donner encore plus de visibilité au-delà de nos propres communautés pour mettre ces vidéos en avant. Elles sont valorisées en interne, à la fois dans les journaux internes ou dans les supports internes des enseignes, mais aussi de Saint-Gobain Distribution. Certains, enfin là justement, Saint-Gobain Group m'a demandé qu'une collaboratrice, que je leur recommande une collaboratrice pour faire des vidéos pour mettre en avant les femmes dans la distribution. Donc, en fait, après, ils sont de plus en plus sollicités par à la fois les enseignes, le groupe, parce que ils montrent justement qu'ils sont hyper engagés et qui sont intéressés par tout ça. Les rendez-vous qu'on leur propose 2 fois par an à la Tour, un peu en mode VIP, ça c'est aussi quand même quelque part une reconnaissance. Et puis surtout ce qui met vraiment en avant, c'est le côté réseau. Le fait d'avoir créé cette communauté, ça leur permet d'élargir leur réseau interne. En fait, c'est des personnes qu'ils n'auraient pas rencontrées autrement parce qu'ils sont chacun souvent dans leur enseigne et ils n'ont pas le temps ou ils n'ont pas l'opportunité en tout cas de rencontrer d'autres collaborateurs du groupe. Donc voilà, et ça c'est super chouette parce que ils sont hyper solidaires les uns les autres, ils commentent les posts, ils republient. Il y a beaucoup de solidarité entre eux. Ils se félicitent sur. Là, par exemple, il y en a une qui a une mobilité interne, donc j'ai vu plein de messages de félicitations. Donc ouais, c'est un beau projet collectif. Et comment réagissent leurs managers? Parce que il faut du temps aussi pour réaliser ces vidéos, venir à la Tour, à la Défense, etc. Comment vous accompagnez les managers qui eux, ont un intérêt, mais en même temps des objectifs à réaliser avec tant de TP, je dirais, dans leurs équipes, de manière très pragmatique. Comment est-ce que vous conciliez ça, en fait? On leur explique que s'ils veulent recruter, il faut aussi qu'ils nous libèrent du temps de leurs équipes. Ouais, mais chez l'autre manager, Ouais. il a plus de temps, lui. C'est ça. Ouais. Non, alors honnêtement, c'est aussi un outil de management parce que ils s'en rendent compte et d'ailleurs on leur prouve avec les dernières expériences que les collaborateurs qui sont sélectionnés pour ce type d'opération sont encore plus engagés.
Donc voilà, c'est tout bénef pour eux. Ça valorise leur équipe. Et puis en général, ils aiment bien justement dire, bah voilà, moi j'ai quelqu'un de mon équipe qui le fait. Et puis cette personne va aussi mettre en avant, voilà, on dit chez nous, son maillot d'enseigne et même voire d'agence. Quand elle va faire les vidéos, elle va essayer de mettre en avant aussi tous ses collègues. Donc ils sont plutôt, ils sont plutôt partants. Et puis on essaye bien sûr de pas monopoliser non plus trop leurs collaborateurs. On le fait raisonnablement. Je disais 2 fois par an un rendez-vous d'une journée. On planifie aussi des Teams à des horaires justement où en général ils sont aussi un peu plus souples. Il y a moins de clients par exemple en fin de matinée. Fin de matinée, oui, pas en début de matinée par exemple. Voilà, Ouais. voilà, on va pas faire des points à 6h du mat, mais on essaye de s'adapter justement aux contraintes business pour que ça soit plus bénéfique aussi pour eux. Et puis oui, ils jouent le jeu pour eux et pour les autres, donc ça bénéficie à tout le monde. Et c'est quand même dans notre esprit aussi de dire en fait c'est un travail d'équipe et il faut absolument se mobiliser. Est-ce que tu as déjà eu des personnes, des volontaires, parce que ce sont des volontaires, qui se sont dit en fait non, moi j'ai plus envie, j'arrête? Ça, c'est la version un peu négative des choses. Et version positive, est-ce que tu en as d'autres du coup qui ont vu leurs collègues, ils disent mais moi j'aimerais bien aussi en faire partie, j'aimerais bien produire du contenu pour Saint-Gobain Distribution? Oui, oui, c'est marrant parce que je reçois très souvent des messages de collaborateurs, de collègues qui me disent s'il y a une saison 2, moi je suis partant. Donc, sur tous les projets. Oui, de voir les autres, ça donne envie, forcément. Et des collaborateurs qui lâchent en cours de route, oui, aussi, parce qu'ils n'avaient peut-être pas mesuré l'engagement que ça demandait, l'investissement. Mais c'est pour ça qu'on prévoit toujours plus large. Et on se dit, on va avoir une petite marge de perte. Mais c'est pas grave, parce que en fait, il y a des gens qui vont être plus motivés au début, et puis qui, à un moment donné, parce qu'ils ont des contraintes pro, perso, vont lâcher. Mais il y aura les autres. Donc, il y a toujours quand même une belle dynamique. Et puis on va revenir après, parce qu'on a toujours des moments de vie pro et perso qui font qu'on a des fois plus le temps ou l'esprit. C'est ça. Aussi à ça. Et d'ailleurs, c'est pour ça aussi que on met pas du tout de pression, pas d'objectif. C'est pas il faut que tu fasses une vidéo par mois. Donc c'est un peu comme ils le sentent, comme ils ont envie. Et malgré tout, on arrive quand même à avoir une bonne dynamique, parce que là, donc on s'est lancé en février, et chaque semaine, on alimente quand même nos comptes avec 2 à 3 publications. Et à la fin du mois, ça nous fait une belle visibilité en organique, parce que là, pour le moment, il n'y a pas du tout de payant, environ 100 000 impressions. OK. Tout réseau confondu. Et derrière, beaucoup d'engagement aussi de la part des équipes dans un premier temps. Et puis après, on va essayer d'amplifier ça avec de la médiatisation. Alors qu'est-ce que tu dirais aux personnes qui nous écoutent, qui disent mais moi, dans ma boîte, c'est juste pas possible, hein. Oh là là, mais jamais ma direction va vouloir. Quel conseil tu pourrais donner à un RH qui aurait envie de mettre en place une stratégie de salarié ambassadeur et qui n'ose peut-être pas y aller? Oui, alors ça, je rencontre beaucoup. Et d'ailleurs, on me fait même intervenir auprès d'autres boîtes pour témoigner. Donc ça, ça peut être une piste, justement, de montrer que ça marche dans d'autres boîtes et de faire témoigner en fait des boîtes qui ont mis ça en place, ou des collaborateurs qui jouent le jeu. Moi, je pense que il faut commencer petit, mais il faut surtout avoir cette espèce de filet de sécurité où il y a une personne qui doit être là, qui doit animer, qui doit suivre et qui doit être là au cas où les collaborateurs se disent je sais pas, est-ce que je peux dire ça comme ça, ou est-ce que je peux publier ça, donc il y a ce lâcher-prise à avoir, et normalement, je dis bien normalement, il n'y a pas de risque à partir du moment où le climat est favorable en interne, bien sûr, il faut quand même... Ça, c'est une des conditions. C'est le socle, ça. Ouais. Il faut déjà que la politique RH soit un minimum. Et si on a une travaillée. politique RH béton et que les collaborateurs se sentent bien, nous, on a des enquêtes internes tous les ans, et avec des scores qui explosent sur le sentiment d'appartenance, sur la recommandation, la fierté de travailler pour Saint-Gobain Distribution. Et donc, on se dit que à partir de là, forcément, si on va voir des gens, et on va forcément en trouver qui vont être motivés et qui vont vouloir
vont vouloir participer à tout ça, quoi. Et voilà, je pense que pour convaincre cette direction ou ses collègues, faut peut-être montrer des exemples, des success stories, Okay. et puis changer un peu de mindset, quoi. C'est-à-dire, faut lâcher un peu son besoin de contrôle, parce qu'on me demande souvent, mais ils vous font valider les vidéos? Et en fait, parfois, comme je disais, ils postent sur LinkedIn, c'est là où pour nous c'est le plus visible, mais je suis sûre qu'il y a plein de collaborateurs qui postent des choses sur leurs réseaux perso, TikTok, Insta, et on n'a pas du tout le moyen de le savoir. Donc, vous ne pouvez pas surveiller les réseaux. Donc ça existe. Ça n'a aucun sens. Donc, en fait, ça existe déjà. Oui. Et donc nous, on s'est dit, on va faire aussi avec ce qui existe déjà, mais en les mettant en avant, quoi. Ok. Deuxième sujet que je voulais aborder avec toi, ton nouveau site carrière. Pourquoi vous avez décidé de le refondre et c'était quoi tes objectifs en faisant cette refonte? Donc le site carrière, il avait déjà bien vécu. Quand je suis arrivée, j'ai commencé à mettre un peu des rustines, à me dire ok, il faut peut-être qu'on, comme je disais, qu'on mette un peu plus de contenu vivant. On a refait des shootings, on a tourné des vidéos, et donc on a enrichi le site existant. Et puis à un moment donné, en fait, il y a eu la refonte de la plateforme marque employeur du groupe Saint-Gobain, et du coup, avec des messages qui étaient beaucoup plus structurants pour nous, pour nos prises de parole, et on s'est dit, c'est le moment, c'est le moment de repenser le site carrière. Et mon point de départ, c'était vraiment, plutôt que de se dire, de quoi je vais parler, qu'est-ce qu'on va raconter, c'était qu'est-ce que les candidats ont envie d'entendre, de savoir sur nous, et quel serait pour eux le site carrière un peu parfait, idéal. Donc on s'est dit, on va aller voir les premiers concernés, donc des candidats, et pour ça, on s'est adressé en fait à des collaborateurs qui venaient d'arriver chez nous, qui étaient candidats finalement peu de temps avant et qui ont vu les deux côtés, quoi, qui ont vu avant, après, et de se dire, en fait, quand tu étais dans une démarche de recherche d'emploi, qu'est-ce que tu avais besoin de connaître, et puis maintenant que tu connais aujourd'hui un peu mieux Saint-Gobain distribution et ton enseigne, qu'est-ce qu'il faudrait mettre en avant pour des futurs candidats. Et donc voilà, en travaillant avec eux, en travaillant avec nos RH, avec nos communicants, en embarquant aussi l'IT, on a essayé de faire une petite task force, et ça a donné vie à un nouveau site qui finalement était un beau projet collectif, à la fois en interne, mais aussi on s'est fait aussi accompagner par des prestataires externes sur justement toute la refonte d'un parcours candidat. Donc on a travaillé sur de l'UX design avec des ateliers. Donc ça, c'est l'étincelle RH qui nous a accompagnés là-dessus. J'ai aussi un freelance qui est Franck Lapinta, qui est un ponte de la marque employeur, qui était un peu la caution, de est-ce qu'on va dans la bonne direction, est-ce que tout le monde travaille bien ensemble, qui m'a beaucoup soutenue sur le projet. Et puis, je suis allée aussi chercher, un peu au fil de mes rencontres, là, depuis 4 ans, finalement, ça s'est construit un peu brique par brique, des prestataires qui proposaient des solutions qui répondaient vraiment aux attentes des candidats aujourd'hui. Typiquement, on a intégré le moteur de recherche KMB Labs, qui permet, et puis on a fait développer aussi des nouvelles fonctionnalités qui n'avaient pas pour les sites RH, mais plutôt pour des sites d'immobilier, qui est le temps de trajet maison-boulot. Oui. Voilà. Okay. Donc tu peux savoir avoir toutes les offres à 30 minutes à pied, à vélo ou à cheval de chez toi. J'aurais pas mis les chevaux, mais on a mis tous les transports, parce que c'était justement une demande qui est ressortie d'un des ateliers avec nos collaborateurs, par exemple. Ça, c'est hyper malin, quoi. Parce que, en plus, 30 minutes à Paris, c'est pas 30 minutes en province. Hein. Oui, exactement. Donc, je trouve ça extrêmement malin. Je crois que vous avez un blog aussi. Un distriblog. Un distriblog. Vous distribuez tout, en fait. Ouais. Mais un distriblog. Et pourquoi vous avez voulu mettre un blog en place ? En fait, parce qu'on a beaucoup d'histoires à raconter, et moi, je trouve que... Avec la cible candidat. Oui. Voilà. Le format blog... je me suis même posé la question si
il fallait faire un site carrière ou il fallait faire simplement un blog. Et ben, finalement, on a fait 2 en 1. Parce qu'il fallait quand même un contenu, on va dire, froid, où on se présente, on explique qui on est. On a aussi un espace dédié pour chacune de nos enseignes. Donc, c'est presque des mini-sites dans le site. Mais ça, c'était important et ça n'existait pas avant. Ça aide vraiment beaucoup à la compréhension de, du coup, l'entité Saint-Gobain Distribution. Et puis, ça emmène tout le monde. Et ça emmène tout le monde. Ça a une double vocation quand même. Et c'est un vrai outil pour les recruteurs parce qu'aujourd'hui, en fait, ils ont une page dédiée pour leur enseigne. Et par exemple, avant de recevoir un candidat en entretien, ils lui envoient. Et comme ça, le candidat est déjà un peu immergé dans la culture, avec les photos, les vidéos. Enfin voilà, il a accès à tout ça. Et donc, le Distriblog, c'est pouvoir relayer justement tout le contenu qu'on crée. Par ailleurs, avoir un réceptacle, parce que en fait, les réseaux sociaux, tout ce qu'on publie, c'est quand même assez éphémère. Voilà, quand on est sur un feed d'actu, on sait bien qu'on a beaucoup de contenu qui arrive et on ne prend pas forcément le temps de tout creuser. Et donc, du coup, on a proposé un blog avec plusieurs types de contenus, plusieurs typologies. Que ce soit de la vidéo, que ce soit de l'article. Et donc, on est même allé plus loin en mettant un temps de lecture, de consommation de chaque contenu pour se dire, en fait, je viens sur le site, allez, j'ai 1 minute, tiens, je vais picorer quelques contenus. Enfin, j'ai 3 minutes, je vais picorer quelques contenus. J'ai un peu plus de temps, du coup, je vais aller écouter des podcasts, je vais aller voir une vidéo. Et donc, voilà, on a... tout ce contenu qui est créé par ailleurs, qu'on va retrouver sur le site et puis qui va du coup être vivant, qui va participer aussi au référencement puisque l'objectif c'est de l'alimenter au fur et à mesure de l'année. Ok. Un podcast, vous envisagez de parler des métiers via un podcast ? Alors on l'a déjà fait pour nos alternants. Ok. Ouais, on a un très chouette podcast qui s'appelle... Distri Podcast ? Non, je l'ai pas du tout. Alternance et confidence, ça date un peu, mais justement, on est allé interviewer des alternants sur chaque étape en fait de leur alternance chez Saint-Gobain, que ce soit avant, pendant, après. Et puis, du coup, ils nous racontent de manière très immersive leur parcours. Donc, on a déjà testé ce format-là sur des métiers en alternance. Pourquoi pas sur d'autres thématiques. C'est intéressant le sujet de l'alternance parce que vous avez un volume d'alternants qui est assez conséquent. Oui. Une vraie politique, en tout cas assumée sur ce sujet. Quand vous avez retravaillé le site carrière, vous avez travaillé aussi ce persona-là en sus du persona CDI ou expérimenté, etc., qui est un autre persona. Vous avez réfléchi différemment à ce parcours candidat pour les alternants ? On a une page dédiée justement aux étudiants avec des contenus qui sont vraiment personnalisés du type conseil de recruteur. On a les podcasts qu'on met en avant. On explique justement tous les avantages à rejoindre un groupe comme Saint-Gobain et tout l'accompagnement dont ils ont bénéficié pendant leur alternance. Donc oui, il y a toutes ces informations qui sont dans la page étudiant très bien détaillée. Ouais. Ok. Le temps tournant, c'est un projet qui a mobilisé beaucoup de monde et beaucoup de temps. Est-ce que tu penses que c'est structurant ? Enfin, c'est vraiment clé. Moi, je vois des sites carrière d'entreprises. Alors, je joue au candidat mystère régulièrement dans plein de boîtes. J'adore ça. Ouais. J'adore ça. Et je conseille souvent à mes clients, mais est-ce que vous avez recandidaté chez vous ou chez vos concurrents ? Et très souvent, c'est non. Et parce que c'est juste pas le temps ou j'y pense pas, etc. Mais ce site carrière, moi, je pense que c'est un enjeu extrêmement important aujourd'hui. De la même manière que je t'ai posé la question sur les District Stories, quel conseil tu donnerais à une personne qui se dit investir du temps, de l'argent sur un site carrière, est-ce que c'est vraiment nécessaire ? Parce que c'est du moyen long terme, en fait. Oui. Il y a plusieurs phases, parce que effectivement, une création ou une refonte de site carrière, c'est quand même un gros investissement en temps, en argent, on va pas se le cacher. Mais nous, ça reste quand même un des principaux canaux d'acquisition de candidats. Donc, forcément, on pouvait pas passer à côté. On a à peu près 10 000 visites par mois. Un peu plus là depuis la refonte, parce qu'on a communiqué aussi beaucoup autour du site et on fait des campagnes pour rediriger. Donc en fait, il faut qu'il soit vivant après ce site, c'est-à-dire que, comme je disais, c'est toujours rajouter des contenus nouveaux, mais aussi faire des campagnes pour rediriger vers le site, parce qu'un site, ça vit pas tout seul.
rediriger des réseaux sociaux vers le site. Enfin, voilà. Et c'est ultra important parce qu'un candidat, à un moment donné, il va quand même chercher une information à différents moments de son process. C'est pas la seule source, on le sait, il mixe beaucoup de sources. Mais je trouve que voilà, s'il est bien conçu, c'est-à-dire s'il arrive à faire en sorte que le candidat se projette et qu'il comprenne bien justement où est-ce qu'il va atterrir, bah, c'est en fait un super outil de conversion. Le conseil, bah, c'est de se mettre dans la peau des candidats et de se dire, ok, est-ce qu'aujourd'hui, déjà de faire un audit de son site, est-ce qu'aujourd'hui ça me donne envie, est-ce que je comprends bien, Est-ce que le parcours est fluide? Est-ce que le parcours est fluide? Ouais, simple, etc. Et est-ce que les messages automatiques que je reçois ne sont pas bourrés de fautes d'orthographe? Je vis des choses, moi, des fois, qui me font peur. Mais non, mais c'est basique. Donc, c'est de l'image aussi de l'entreprise, quoi. Oui, puis des fois, on oublie les détails. Donc, Oui. t'as raison. C'est vraiment de faire tout le parcours de bout en bout et de se dire, est-ce que voilà, on est bon sur toute la ligne, quoi. Est-ce qu'il y a une anecdote pro que tu pourrais nous raconter à ce micro? Quelque chose que tu n'as encore jamais dit à personne, qui t'est arrivé dans ta vie, soit en agence, soit au sein de Saint-Gobain? J'ai droit à un joker? Tu dois répondre à cette question. Je ne sors pas de la salle tant que tu n'as pas répondu. Donc. Allez, tu as le droit de dire une anecdote que tu as déjà dit, alors. Ouais, franchement, je raconte déjà beaucoup de choses. Ça va être ça ton joker. Et que j'ai jamais dit, bah là, ça veut dire qu'il faut que je veux garder pour moi. Juste d'arriver avec un... Quand tu étais en agence, sans citer le nom du client, avec un client, un truc qui t'a surpris, tu te dis, waouh, il y a du taf. Non, en fait, l'anecdote qui revenait tout le temps, et j'ai encore entendu ici, c'est j'ai reçu beaucoup de briefs quand j'étais en agence de voilà, on veut une campagne décalée. Et en fait, ça sert à rien de faire du décalé pour faire du décalé. Alors moi, on me sort souvent comme exemple, ouais, c'est super ce que fait Burger King, mais tout le monde n'est pas Burger King. On est d'accord, ouais. Et donc, à un moment donné, si on n'est pas cohérent avec la réalité, il faut pas aller sur ce terrain-là. Et donc, c'est vrai que c'était souvent le truc qui revenait, parce que déjà, la notion du décalé est quand même très subjective. Et de se dire, en fait... C'est hyper subjectif. Hein, ouais. Ce qui peut être décalé pour une personne n'est pas pour l'autre. Hein. Donc ça, c'est hyper dangereux. Et puis moi... Ce qui m'agace un peu, c'est de se dire, bah voilà, en fait, la com, faut que ça soit fun. Et en fait, pas forcément. Et d'ailleurs, je le vois dans les vidéos que nous envoient nos équipes. C'est-à-dire que, bah, il y en a qui se lâchent, il y en a qui font des choses qui leur parlent parce que ils reprennent des trends TikTok et ils l'adaptent à leur environnement. Ça, c'est super. Mais il y en a d'autres qui nous font des très chouettes vidéos où on les voit, bah voilà, toute la journée. Tu me parlais tout à l'heure d'une vendeuse qui part de chez elle, elle prend son vélo, elle arrive à l'agence et en fait c'est pas décalé, c'est juste vrai, c'est juste très sympa, très rythmé et ça marche aussi quoi. Donc en fait faut pas chercher à faire du décalé pour faire du décalé ou se dire on va faire du buzz avec notre campagne parce que le buzz c'est éphémère quoi. Et tout le monde n'a pas l'agence Burger King. Donc ouais. Ouais, mais c'est dans leur ADN, donc voilà. Pour le coup, ils sont cohérents. Ouais. Ils sont ultra cohérents, d'ailleurs, que ce soit commercialement ou que ce soit pour leurs candidats. Voilà. Tous leurs personnages, ils sont décalés, mais avec leur style. Et ce qu'ils font chez Burger ne marche pas chez McDo et ne marche pas chez Quick. Donc voilà. Et ça, merci du sujet, parce que c'est vraiment un sujet hyper intéressant. Il y a des personnes que tu me recommanderais d'interviewer sur le podcast qui travaillent dans le monde RH, soit de la marque employeur, soit qui sont RH en entreprise, que soit tu aimerais entendre ou tu me conseilles d'interviewer tout simplement. Oui, alors il y en a plein, mais j'ai quand même envie de te recommander 3 personnes qui prennent aussi souvent la parole sur LinkedIn et qui ont plein de choses à raconter à mon avis. C'est Sylvie Adjazi de Métro. Ouais. Je pense que tu ne l'as pas reçue encore. Non. Christelle Vaugelat-Calipé de Benebono, que j'adore et j'ai eu la chance de la croiser il n'y a pas longtemps sur un événement et je lui dis mais continue à faire des posts comme tu le fais, engagé. Elle m'a dit ah ouais des fois quand même je me demande si ça sert à quelque chose et je lui dis oui. Une femme formidable que j'ai reçue sur ce podcast et qui a été rediffusée en mois d'août dans les best-of. Eh ben super. Et puis moi j'échange beaucoup aussi avec Claire Ewi de Lidl. Oui. Voilà, on a beaucoup de points communs, même si on n'est pas sur le même secteur. Et puis en plus, elle vient de l'Est comme moi. Donc, voilà. Ok.
Je ne l'ai pas reçu. Donc ça me fait 2 sur 3 C'est ça. et Christelle est superbe invitée, je confirme. Ouais, femme très inspirante. Ta veille, on en a parlé, on ne va pas le refaire. Si on veut te contacter, est-ce que tu as envie d'être contacté d'ailleurs, si on veut te contacter, ou est-ce que LinkedIn pour toi est un canal qui te suffit? Oui, je suis quand même pas mal connectée sur LinkedIn, donc faut pas hésiter, bien sûr. Moi, justement, je me nourris beaucoup aussi des échanges entre pairs ou que ce soit des responsables, directeurs direction, marketing. Ouais, si je suis RH hésiter. en entreprise, par exemple, j'ai envie de comprendre un petit peu plus ce que tu as fait. Est-ce que tu m'autoriserais à te contacter pour... après, tu répondras avec le temps que tu as, etc. Mais à partager ton expérience telle que tu le fais au micro. Mais là. oui, bien sûr, Ok. je suis toujours partante. Ok. Ben écoute, merci Laetitia. Un grand merci pour ton temps, pour ton énergie, pour tout ce que tu fais bouger au sein de la marque employeur. Parce que ça, c'est plutôt chouette. Là, on est en septembre. On va te retrouver au Festival RH. Si je peux, avec plaisir. Pourquoi tu pourrais pas? Parce qu'en fait, c'est une période où on a beaucoup d'événements internes, beaucoup de séminaires. Je crois que ça coince un peu au niveau du calendrier. Je pensais te retrouver au Festival RH début octobre. En tout cas, si tu peux, t'es évidemment la bienvenue et ce sera avec grand plaisir. Et puis sinon, il y aura plein d'autres occasions, ça c'est certain. Oui. Merci Laetitia, à bientôt. Moi, j'ai une petite surprise quand même avant de terminer, parce que tu m'as dit que c'était la 100e. Oui. Alors, je ne l'ai pas fait, mais je t'ai amené un petit gâteau. Non, c'est énorme ça. Un petit gâteau. Et il n'y aura pas de bougie parce qu'on a la tour Saint-Gobain. Et on va éviter de faire mettre tous les sprinklers en route. Vous ne voyez pas, mais j'ai un petit gâteau avec des ballons. Je fais une petite photo. Petite mise en scène. Et voilà, et joyeux 100e épisode, Florent. Merci, c'est trop chou. Merci à tout le monde, à bientôt. À bientôt, au revoir. C'est terminé pour ce bel épisode. Merci de l'avoir suivi en entier. Pour ne pas rater le prochain, d'ailleurs je prépare plein de chouettes entretiens pour ces prochaines semaines, abonnez-vous à On n'a jamais fait comme ça. C'est le bouton Sweep sur Apple Podcast ou s'abonner simplement sur Spotify. N'hésitez pas également à mettre 5 étoiles si vous avez apprécié ce podcast et à me contacter via LinkedIn pour tout commentaire ou toute suggestion d'invité. À bientôt!